Donc on change de paragraphe grand 2, application machine thermique. Et on va donc essayer de comprendre ce que c'est qu'une machine thermique. Et là, vous allez voir et découvrir la puissance de la thermodynamique dans sa compréhension générale du monde. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans cette histoire. Alors, l'idée est la chose suivante. Je ne suis pas au bon paragraphe, il faut que je remonte. Hop là, voilà. Alors, l'idée est la chose suivante. Vous voulez, initialement, en tout cas historiquement, on veut pour l'instant essayer d'extraire du travail, d'accord? C'est-à-dire de l'énergie organisée, en utilisant des effets thermiques, d'accord? Donc en brûlant des trucs ou voilà. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Je vous rappelle que jusqu'au début du 19e siècle, il n'y a pas de machine au sens littéral du terme. Vous avez des choses où vous insérez du travail, vous récupérez du travail de l'autre côté, des engrenages, des mécanismes, etc., etc. Ça, on sait faire ça depuis extrêmement longtemps. Je vous rappelle que les engrenages sont connus depuis... en tout cas, Archimède manipule les engrenages déjà, c'est très très vieux. Donc tout ce que vous voyez ici, les conversions de mouvement à un autre mouvement, etc., etc., ça c'est très 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 vieux. D'accord ? Par contre, comment faire donc en général, on utilise une bestiole, un être humain ou un cheval ou un bœuf ou ce que vous voulez, d'accord, un lama, enfin ça dépend où vous êtes, quoi, voilà. Et vous utilisez donc le travail que lui fournit pour grosso modo l'utiliser comme un travail autre. Et jusqu'au début du 19e siècle, on ne sait pas donc faire brûler des trucs pour faire avancer des machins. D'accord ? Chose qui vous est extrêmement familière aujourd'hui, vous êtes complètement noyé dans une société de machines, d'accord ? C'est-à-dire des choses qui grosso modo soit se nourrissent de transformation de travaux, électricité vers mécanique en général, d'accord ? Mais si ça part de l'électricité, ça vient au départ de la combustion de quelque chose, donc soit centrale thermique, soit nucléaire, centrale thermique par ailleurs, ou alors directement dans vos voitures, vous brûlez de l'essence pour faire avancer une voiture, d'accord ? Donc, petite remarque au passage pour refaire un peu de trucs, hein, vous êtes aujourd'hui, grâce au pétrole, en moyenne, à la tête de plusieurs centaines d'esclaves, a priori. C'est-à-dire que si vous voulez vivre avec le même confort sans le pétrole, il faut que vous convainquiez entre 6 et 700 personnes de bosser pour vous. Vous pouvez les convaincre. Voilà, ça fait beaucoup. D'accord ? Voilà. L'idée est la chose suivante, c'est essayer de comprendre comment tout ceci est possible. Et l'idée d'une machine, c'est quelque chose qui doit faire du travail pendant longtemps, pendant un temps relativement long. Alors ça, c'est le point quasiment le plus important. Si vous voulez que quelque chose marche pendant longtemps, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un phénomène très lent, d'accord ? Voilà, un phénomène dont la cinétique est très très lente. Soit vous faites un phénomène en fait qui va être périodique, autrement dit qui va revenir à son état initial rapidement et qui va faire des cycles, qui va tourner. Ça, c'est le choix qui est fait pour la définition d'une machine thermique. Donc une machine thermique, en fait, ça va être la première définition de cette histoire-là. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez si vous conduisez. Vous savez que sur votre tableau de bord, vous avez deux affichages. Vous avez tout d'abord l'affichage de votre vitesse et vous avez un affichage qui est le nombre de tours par minute, d'accord, qui correspond à peu de choses près, il y a un facteur 2, au nombre de tours que fait votre système thermodynamique dans cette histoire. D'accord, donc au nombre de cycles que vous faites. D'accord, donc grosso modo, votre moteur revient toujours à son état initial au bout d'un certain nombre d'opérations. Ouais. Il y a un facteur 2 parce que dans un moteur à explosion, il y a un tour qui sert à faire le truc et un tour qui sert à évacuer les gaz brûlés et à réadmettre l'essence. Donc ce qu'on appelle un moteur 4 temps. Dans le 4 temps, tu as 2 temps qui servent à faire le truc et 2 temps qui servent à admettre et à évacuer en fonction des valves. Donc c'est vrai qu'il y a un facteur 2 parce que le nombre de tours de ton moteur, c'est en fait 2 fois le nombre de cycles. À ce détail près, c'est ça. Donc on y va pour la définition de ce que c'est qu'une machine thermique. Donc, une machine thermique est une machine thermique est un dispositif utilisant un système thermodynamique, et c'est en fait ça qui va m'intéresser, qui revient à son état initial au bout d'un certain nombre d'étapes.
Et ce certain nombre d'étapes, il est appelé cycle. D'accord? Vous faites un cycle et vous revenez à votre état initial. Grosso modo, si vous représentez ça par exemple sur un diagramme de Clapeyron, hein, en fonction du volume molaire, ça signifie que vous allez partir d'un point A par exemple, vous avez fait un certain nombre de transformations, ça peut être plus ou moins compliqué, mais vous allez finir par revenir à votre état initial. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous avez un cycle ici, et vous ne revenez pas forcément à votre état initial en suivant le même chemin que ça. Vous l'avez trouvé? Ouais, en fait, il ne sentait pas bien, du coup, il est resté un peu mal à la tête. On est d'accord qu'il ne se sentait pas bien, mais il n'est pas resté dans sa voiture en plein soleil. D'accord, c'est cool. Non, parce que sinon, c'est vrai. Okay. Voilà ce qu'on appelle un cycle. La magie de la thermodynamique, c'est que vous allez être capable de revenir au point initial en empruntant un chemin qui n'est pas le même que celui que vous avez... Enfin voilà, grosso modo, vous ne revenez pas sur vos pas. On va voir comment ça fonctionne. Alors, durant le cycle, on va donc faire un certain nombre de choses. On va dire que le système va recevoir du travail de l'extérieur. D'accord? Le système reçoit du travail de l'extérieur. Et le système va échanger de l'énergie sous forme thermique avec un certain nombre de thermostats, de réservoirs de température. Le système échange de l'énergie thermique avec des réservoirs, je vais directement mettre le nom, avec N réservoirs, N thermostats, je ne sais pas pourquoi je dis, vous savez ce que c'est qu'un thermostat, avec N thermostats. Donc, la façon dont on représente ça, c'est pas obligatoire, c'est, en général, on met une espèce de petite vaguelette ici pour dire que vous recevez du travail comme ça. Alors, faites attention, W peut être négatif. Si c'est un moteur, par exemple, W négatif, mais c'est juste qu'on compte les choses reçues par le système. Donc, voilà. Et en fait, vous avez un thermostat à la température T1, un thermostat à la température T2, etc., etc., un thermostat à la température Tn, et vous recevez de la part de ces divers extérieurs des énergies thermiques Q1, Q2, Q indice N. Voilà. Donc, la transformation se faisant au contact de N thermostats, cette transformation sera, enfin l'ensemble du cycle sera N terme, et donc la machine de ce point de vue-là est appelée N terme. Je trouve plus mon verre qui va bien. Non, c'est pas ça. Je suis tout mélangé en verre là. Attends, je refais des stocks. Voilà. J'arrive. Donc, cette machine est dite N terme. Et on a deux cas particuliers. Si n égale 0, on va parler de machine zéro terme, c'est-à-dire une machine qui n'échange pas d'énergie sous forme thermique avec l'extérieur. Si n égale 1, on va parler de machine monotherme. Et si n égale 2, on va parler de machine ditherme. Bien entendu, plus la valeur de n augmente et plus la machine est compliquée. Donc le but du jeu, c'est de savoir quelle est la machine la plus simple qu'on puisse faire pour avoir les résultats qu'on veut. Oui. Parce que c'est plusieurs thermostats. Pas compliqué. Voilà. Petite remarque, en général, on peut mettre aussi un truc comme ça à l'intérieur pour dire que ça fait un cycle. D'accord. Ça tourne. Voilà. Alors, petite remarque, ce qu'on présente ici, c'est le système thermodynamique. Il faut bien que vous compreniez ce que c'est. On reviendra abondamment là-dessus demain, enfin en TD
et vendredi. Pour votre voiture, par exemple, le système thermodynamique, c'est l'air qu'il y a dans votre piston. L'essence ne fait pas partie de votre système thermodynamique, l'essence est un thermostat. L'essence qui brûle est un thermostat. D'accord. Pour un réfrigérateur, par exemple, qui est une machine thermique, le système thermodynamique, c'est le fluide qui circule à l'intérieur de votre réfrigérateur. Si vous n'avez jamais vu de réfrigérateur, j'en ai des aux océans, je vous l'amènerai vendredi. D'accord. Vous avez un fluide qui circule à l'intérieur de votre réfrigérateur. Bien sûr, vous ne le voyez pas, c'est en général caché dans les parois. Si vous avez un congélateur, vous voyez les tuyaux. En général, les tuyaux circulent dans les grilles de votre congélateur. D'accord. Mais ça dépend comment votre truc est foutu. Et c'est la circulation de ce fluide qui consomme de l'électricité. D'accord. Donc pour un réfrigérateur, par exemple, W est positif, vous récupérez du travail. Et ce qui va vous intéresser, c'est la partie thermique. Pour une pompe à chaleur ou une climatisation, c'est la même chose. Vous avez à l'intérieur un fluide qui circule, bon, etc., etc. Oui. Non, c'est d'être au contact avec zéro thermostat. Ça s'appelle un système adiabatique. D'accord. C'est ça le principe. D'accord. Voilà. Ce mot-là et ce mot-là servent justement pour la suite. On n'utilisera jamais ce truc-là, ça, on l'utilisera une fois. Mais on va se rendre compte que la machine la plus simple qu'on puisse fabriquer, pour que ça marche, elle est forcément d'iterme. D'où le fait qu'on va s'intéresser à ce truc-là. Voilà. Alors, pour une machine d'iterme, il y a forcément deux températures différentes, puisque vous avez deux thermostats. Donc quand j'ai qu'il y a deux thermostats, c'est qu'après, ces deux thermostats sont de températures différentes. D'accord. Sinon, c'est le même thermostat, donc c'est une monotherme. Pour une machine d'iterme, comme il y a deux températures différentes, on peut les classer. Et en fait, le thermostat qui va être à la température la plus élevée va s'appeler source chaude. Et le thermostat qui va être à la température la plus basse va s'appeler source froide. D'accord. Donc c'est la dernière définition dans cette histoire. Pour une machine d'iterme, le thermostat de température la plus élevée s'appelle source chaude et l'autre source froide. Voilà. Donc on utilise ce vocabulaire que pour les machines d'iterme. Vous voyez que pour les machines monothermes, ça n'a pas de sens vu qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, voilà. Et pour les zérothermes, ça a encore moins de sens. Pour les trithermes, vous avez trois sources. Donc en général, il y a une source de température intermédiaire qui se balade dans cette histoire. Chut, voilà. C'est bon là-dessus? Ça, c'est le cas général des machines. Alors en fait, on va faire une classification des machines. Petit 2, type de machine. Et on va donc regarder, en fait, les machines vont être classées en fonction de leur objectif. Et leur objectif va être donné par le signe des divers transferts qu'on va regarder ici. D'accord? Alors, en fait, la première classification, c'est le signe de W. Je vous rappelle que W est compté vu du système, c'est-à-dire vu de l'intérieur de votre machine. Donc, si W est positif, ça signifie donc que vous fournissez du travail à votre machine. Autrement dit, votre machine, elle est branchée. Donc, en général, vous fournissez du travail de façon électrique. La machine la plus simple de ce point de vue-là, c'est un radiateur électrique. Vous branchez votre radiateur, vous récupérez du travail et vous le convertissez en énergie thermique pour chauffer votre unique source. En général, un radiateur, c'est monotherme. C'est au contact avec la pièce et puis point barre. Voilà, d'accord. Si au contraire W devient négatif, ça signifie en fait que votre système thermodynamique vous fournit de l'énergie et là vous allez réaliser quelque chose qu'on appelle un moteur. C'est quelque chose qui est capable de mettre en mouvement quelque chose d'extérieur. Donc ça c'est la première distinction. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc on distingue les moteurs où W est négatif, strictement. Autrement dit, votre système thermodynamique fournit du travail à l'extérieur.
système fournit du travail à l'extérieur. Et donc vous pouvez le récupérer. Petite remarque, un moteur électrique n'est pas un moteur thermique. Un moteur électrique, c'est un convertisseur. Vous prenez de l'énergie sous forme électrique et vous la convertissez en mécanique. Et ça, c'est un truc important à comprendre. Un moteur électrique, W est positif. Vous avez du travail électrique qui arrive, vous en convertissez une partie en travail mécanique et l'autre partie en dissipation thermique. D'accord ? Donc un moteur électrique n'est pas un vrai moteur en toute rigueur, tout simplement parce qu'en fait le travail, vous l'avez déjà fabriqué avant, sous forme électrique. Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les moteurs. Et ensuite, vous avez en fait une subdivision pour les deux choses. Donc, après, ça va être en fonction de ce qu'on fait. Le deuxième truc, c'est les réfrigérateurs. Donc, un réfrigérateur, c'est un truc où W est positif, autrement dit, vous fournissez du travail, mais où W est positif, et ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire un truc contre nature. Vous allez essayer de refroidir la source froide. Autrement dit, vous allez essayer d'organiser le transfert thermique du froid vers le chaud. Ce qui est a priori interdit par la thermodynamique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez besoin de ça. D'accord ? Et où on cherche à refroidir la source froide. Autrement dit, ça vous raconte que QF est de quel signe ? Votre système va donc récupérer de l'énergie de la part de la source froide, et donc QF va être a priori positif. D'accord ? Donc, petite remarque, d'apparence, il y a une contradiction entre le fait que vous êtes en avec un thermostat et vous cherchez à le refroidir. En fait, quand vous avez un frigo, l'intérieur de votre frigo, c'est la source froide. La source chaude serait quoi dans un frigo ? Parce que si je parle de source froide, c'est qu'il y a une source chaude. Ouais. Les aliments qu'on met dedans. Non. Non, mais votre réfrigérateur, il n'est pas dans le vide, en fait. Il n'est pas dans l'espace. Ouais. C'est l'air. C'est l'air extérieur, c'est la cuisine, d'accord ? Donc votre réfrigérateur, en fait, vous avez votre intérieur. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que votre intérieur a une température fixée, on va dire 4 degrés pour un réfrigérateur, moins 18 pour un congélateur. Et par contre, il y a des pertes thermiques. D'accord ? Et donc cette température, si vous ne faites rien, elle va avoir tendance à monter. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est piquer de l'énergie pour que, grosso modo, ce truc-là reste isotherme, malgré les pertes. D'accord ? Donc en gros, ce que vous faites, vous, c'est que vous récupérez de l'énergie de la source froide qui, elle, veut se réchauffer, à cause des pertes thermiques. Donc, vous prenez de l'énergie, donc grosso modo, toute l'énergie qui rentre de l'extérieur par fuite, vous la récupérez, et vous la balancez vers l'extérieur. Il est quasiment évident que QF sera forcément, que QC sera négatif cette fois, vous évacuez, et c'est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, derrière un frigo, c'est très chaud. On va voir d'ailleurs que c'est le premier poste d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur, en première approximation, c'est un chauffage. D'accord ? De base. Et la troisième catégorie, c'est la même, vous allez avoir un W positif, mais cette fois, QF va être positif. Et en fait, ce qui va vous intéresser, c'est de chauffer la source chaude. D'accord ? Donc ça, c'est votre objectif. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur. D'accord ? Une pompe à chaleur, c'est un chauffage. Donc, les pompes à chaleur, où W est positif et QC est négatif. Petite remarque, une pompe à chaleur et un réfrigérateur, c'est la même chose. C'est le même dispositif. D'accord ? C'est bon. D'accord ? C'est la même chose, sauf que votre objectif n'est pas le même, et donc la façon dont vous allez calculer le rendement n'est pas le même. D'accord ? Mais une pompe à chaleur, c'est juste un frigo. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on parle de climatisation inversée quand on parle de pompe à chaleur. C'est la même chose. C'est bon ? Je suis pas sûr, mais QC, c'est le transfert thermique vers la source chaude. Ah, c'est chaud. C'est chaud, pardon. On cherche à chauffer la source chaude.
C'est ça qu'on appelle une pompe à chaleur. Oui. Donc ce qui fait les dispositifs qui font clim et chauffage, c'est juste les deux. Okay. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. La seule différence, c'est que quand tu utilises une climatisation, ta pièce va être la source froide et tu vas balancer du chaud vers l'extérieur. Quand tu l'utilises en pompe à chaleur, tu vas récupérer le froid de l'extérieur pour balancer du chaud à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de climatisation inversée. La seule chose qui change, c'est le flux d'air. Voilà. C'est juste ça. Donc, la vraie classification, la grosse classification, c'est entre ça et ça. D'accord, entre le signe de W. Grosso modo, est-ce que vous pouvez récupérer du travail avec votre machine thermique ou est-ce qu'au contraire, vous êtes obligé de la brancher pour la faire fonctionner? Oui. Donc, ça veut dire que si on a, par exemple, l'exemple que vous venez de prendre avec la climatisation, pour chauffer l'intérieur, si dehors il fait extrêmement froid, ça va être hyper compliqué de chauffer l'intérieur du coup. Oui, effectivement. Ça, on va voir ça avec les rendements. On va tous les faire une par une. D'accord, ne vous inquiétez pas, on va regarder les problèmes que pose ce genre de choses. Il y a des contraintes fortes, des contraintes structurelles. Alors, de manière générale, donc, ce qui va nous intéresser, c'est le rendement, d'accord, ou ce qu'on appelle plus exactement l'efficacité. Autrement dit, est-ce que votre machine thermique elle est efficace ou pas? Donc ça, c'est systématique pour toutes ces machines. On définit l'efficacité par, donc c'est une définition générale, petit e, c'est égal à la valeur absolue. Je vais mettre des rapports de valeur absolue, donc c'est positif. En haut, c'est ce qui va être utile, c'est ce que vous cherchez à faire. D'accord? Donc ça, je vais appeler ça l'énergie utile sur l'énergie coûteuse. Autrement dit, ce qui vous coûte de l'argent ou ce qui vous coûte des choses à produire. D'accord? Petite remarque, on va y aller directement. Le rapport des énergies, comme vous êtes sur un cycle et que votre système ne fait qu'un cycle, c'est aussi le rapport des puissances. Donc c'est aussi le rapport de la puissance utile sur le rapport de la puissance coûteuse. Donc ça, petite remarque, c'est une puissance. Et ça, c'est une énergie. Voilà. Donc ça va se décliner, cette définition-là. On va essayer de s'interroger, là, au départ, sur ces trucs-là. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais... Ouais, non, on va le faire à chaque fois. On est d'accord? Donc ça, c'est une définition générale. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette machine? Qu'est-ce qui vous coûte pour que votre machine fonctionne? Ok. L'efficacité, c'est le rapport entre les deux. On parle d'efficacité parce qu'en fait, ce nombre peut être... Donc ce nombre est structurellement positif puisque c'est un rapport de valeur absolue. Ça, c'est pas très compliqué. Mais ce nombre, par contre, peut être plus grand que 1. Ça va être le cas pour les pompes à chaleur en particulier. La raison pour laquelle une pompe à chaleur, c'est plus intéressant qu'un radiateur, c'est parce que l'efficacité d'un radiateur, c'est que 1. Vous mettez du travail et vous le conversez intégralement en transfert thermique. L'efficacité vaut 1. Pour une bonne pompe à chaleur, vous pouvez avoir des efficacités de l'ordre de 4, 5, 6. C'est-à-dire que grosso modo, vous produisez 5 à 6 fois plus d'énergie thermique que le travail que vous avez injecté. D'accord? Ça, c'est intelligent. Globalement, une pompe à chaleur. On est d'accord là-dessus? Si structurellement l'efficacité est plus petite que 1, ce qui va être le cas pour les moteurs en particulier, l'efficacité s'appelle rendement. Et on retrouve le rendement habituel. Dernière définition, donc, si structurellement petit e est inférieur ou égal à 1, on parle de rendement. Et ce rendement est en général noté ρ comme d'habitude ou R. Voilà. Petit 3, je pense que j'en suis là. C'est un petit 4 déjà? Inégalité de Clausius. Ce truc-là est probablement un des résultats les plus importants de la science moderne. Il est extrêmement simple. Mais ce truc-là est quelque chose, donc ça date du 19e siècle. L'inégalité de Clausius, quelque chose qui vous raconte les limitations structurelles d'une machine
thermique, de la façon dont on l'a défini ici. Oui. C'est peut-être très important, mais le rendement, c'est pas un état, c'est un rôle liquide. Ça peut être état aussi, il y a un peu de tout, quoi. Le rendement, c'est vraiment une grandeur qui peut prendre plein de trucs. En thermo, moi j'utilise ROR parce que c'est comme rendement, mais état existe aussi, il n'y a pas de problème. Inigate Claudius, d'accord? Donc on va démontrer ça, et vous allez voir l'élégance de cette démonstration, et surtout à quel point cette démonstration n'implique aucune connaissance technique d'une machine thermique. C'est juste les principes de base de comment ça fonctionne. On va trouver les limitations structurelles des machines thermiques. On va trouver, par exemple, les limitations structurelles d'une centrale nucléaire, d'un moteur à explosion, d'un moteur électrique, de tout ce que vous voulez, avant même de savoir que ces objets existent. On sait qu'une centrale nucléaire a un rendement maximal de 35% avant même de savoir construire une centrale nucléaire, avant même de savoir c'est que le nucléaire. On sait qu'une voiture thermique, telle qu'elle est construite aujourd'hui, a un rendement maximal de 30% sans savoir construire une putain de voiture. Ce n'est pas un problème d'ingénierie, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème structurel. D'accord? Ça, c'est hyper important et c'est surtout extrêmement puissant comme truc. Donc, on est parti. Soit donc un système S dans une machine thermique. D'accord? Voilà. Donc, ça signifie que mon système effectue un cycle. Il effectue... Alors, en fait, il en exécute des milliers de cycles. Je vous rappelle qu'un moteur, ça tombe vite, hein, d'accord? Ça se chiffre en milliers de tours par minute. Ça fait que, grosso modo, vous êtes en général à quelques dizaines de hertz dans la fréquence de cette histoire. Ça se tombe vite, hein, d'accord? Il effectue donc un cycle, plutôt des cycles, d'accord? Au contact de N thermostats. Et ces thermostats, je vais les indicer petit k. D'accord. Q1, Q2, Q3, enfin voilà, T1, T2, etc., etc. Le premier résultat fondamental de cette histoire, c'est le suivant. Je les ai appelés S. Non, je les appelle pas S, mais système, je les appelle Sigma depuis le début, parce que c'est l'entreprise. On va faire tout dans le temps. Voilà. Comme Sigma effectue un cycle, alors, on est parti, on enchaîne les conséquences principales de cette histoire. Donc, je trouve des craies oranges, les voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? Qu'est-ce qu'on peut dire de la variation d'énergie interne sur tout le cycle? Ouais. Ça vaut 0. C'est un résultat qu'on a déjà vu, en fait. C'est une conséquence du fait que U est une fonction d'état. Comme U est une fonction d'état, et que vous revenez au même état, et bien la variation de U sur l'intégralité du cycle vaut 0. Faites attention, ça ne veut pas dire que le travail sur le cycle vaut 0, ni que le transfert thermique sur le cycle vaut 0, mais que la somme des deux est égale à 0. Et la magie des nombres fait que c'est pas parce que A plus B égale 0 que A égale 0 et B égale 0. C'est juste ça, ils sont opposés. Et c'est ça qu'on va mathématiquement mettre à profit. Une fois qu'on a compris ça, tout va bien. Il faut toujours tester la gravitation, on ne sait jamais, ça peut disparaître. Une fois qu'on a compris que c'était uniquement parce que U était une fonction d'état, et bien en fait on va pouvoir faire la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Même punition, même motif. Et de ça, pareil. Donc sur les trois grandes fonctions d'état, alors bien sûr on pourrait écrire aussi delta P sur le cycle vaut 0, delta T sur le cycle vaut 0, delta V sur le cycle vaut 0. Vous revenez à votre état initial, donc rien ne change du point de vue de votre système. On est d'accord? Mais ces trois-là sont importants, en particulier celle-là et celle-là. On est d'accord là-dessus? La conséquence, c'est que... Alors la vraie conséquence, c'est pas celle-là, mais ça va être trivial. Conséquence, et là on va faire un gros tableau. Le travail sur le cycle plus la somme de K égale 1 N. Le travail sur tout le cycle plus la somme de K égale 1 N des QI sur tout le cycle est égal à 0.
QI étant le transfert thermique échangé avec chaque étape. Les QK. Voilà. Les QK. D'accord. Ça, c'est le premier. Ça, c'est l'application de quel principe? C'est l'application du premier principe en disant que ça, sur le cycle, ça vaut 0. Et la deuxième chose, c'est que S échangé sur le cycle plus S créé sur le cycle est égal à quoi? À 0. Voilà les deux relations fondamentales du fonctionnement d'une machine thermique. D'accord? Le travail et les transferts thermiques sont corrélés. D'accord? La somme de tout ça vaut 0. Et l'entropie échangée et l'entropie créée sont également corrélées dans cette histoire. Nous, on va utiliser ça abondamment. C'est bien sûr la base du truc. Mais pour l'instant, pour démontrer ce truc-là qui est là-bas, je vais donc utiliser ce machin et essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Voilà. Or, d'après le second principe, ou en tout cas, alors, comme je me souviens jamais où je m'arrête dans le second principe, c'est soit d'après le second principe, soit d'après la ligne juste après le second principe, ça dépend où c'est ce que j'ai dit que c'était la frontière cette année. Ça, on connaît. Parce que sur le cycle, vous avez en fait une succession de transformations qui sont soit adiabatiques, soit au contact avec des thermostats. Et ça, en fait, vous avez une formule qui est dans votre cours, qui est si on a une succession de monothermes à la température extérieure Tx, l'entropie échangée, vous vous souvenez ce que c'est? C'est la somme, effectivement, de k égale 1 à n des QK sur TK X. Effectivement, des QK sur TK. D'accord. Voilà. Petite remarque, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un cycle ici, puisque c'est pas sur tout le cycle, c'est la somme des QK, tout simplement. Vous m'enlevez. C'est pas grave, hein, c'est juste une sommation sur le cycle, mais c'est la somme des QK. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'on sait de ça? Qu'est-ce que c'est de l'entropie créée? Quoi qu'il arrive. Ouais. C'est positif ou nul, effectivement. Et SC sur le cycle est positif ou nul par principe d'évolution. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement important. Donc, sur un cycle, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Donc sur un cycle, la somme de k égale 1 à n des qk sur tk est inférieure ou égale à 0, quoi qu'il arrive. Ce truc-là s'appelle l'inégalité de Clausius. Cette inégalité se transforme en égalité dans quel cas? Si ce truc-là est égal à 0, oui, Elias? Quand on est en adiabatique? Non, raté. Ouais. Si SC du cycle vaut 0, donc si l'entropie créée est nulle, vous avez une équivalence forte dans le second principe sur le sujet. Ouais. C'est effectivement réversible. Effectivement. Si le cycle est réversible, autrement dit, si l'intégralité de ces étapes sont réversibles, d'accord. Je vous rappelle qu'une étape irréversible ne peut pas être compensée par une autre étape irréversible. Ça ne marche pas. Si SC est positif et que SC est positif, la somme des deux ne peut pas redevenir nulle. D'accord? Donc en gros, vous ne pouvez pas compenser une irréversibilité à un endroit par un autre truc de l'autre côté. D'accord? Ça ne marche pas. Donc pour avoir un cycle réversible, il faut donc que l'intégralité des pixels de votre cycle soit, enfin des transformations de votre cycle soient réversibles. Si le cycle est réversible, on n'a que la somme
de k égale 1 à n des qk réversibles sur tk est égal à 0. Ça s'appelle l'égalité de Clausius. Voilà, juste pour information. Ok, qui est un corollaire immédiat de l'inégalité de Clausius. Parfait. Ce truc-là, vraiment, je vais dézoomer un peu parce qu'il faut vraiment que vous appréciez la puissance de ce truc-là. Ça va contraindre toute machine thermique sans aucune forme d'exception. La contrainte, elle procède d'un truc extrêmement simple, c'est que le temps ne s'écoule que dans un seul sens. Et que le second principe de la thermodynamique vous caractérise ce truc-là. D'accord? Donc c'est pas un truc, il n'y a pas d'hypothèse en fait, il n'y a rien là. En termes de ce dont on a besoin pour démontrer ça, c'est très vide. C'est très fondamental. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles la thermodynamique est une discipline qui n'a pas du tout été malmenée par le XXe siècle. Contrairement à la mécanique de Newton, à la mécanique de Galilée, etc. etc. D'accord? La thermodynamique, c'est un truc très brutal, très simple, d'accord? Mais pour le coup, si demain vous construisez une machine qui ne respecte pas ça, je sais que vous me mentez. C'est extrêmement clair. Quelqu'un qui m'explique que, par exemple, on peut faire, on va le voir dans peu de temps, qu'on peut, par exemple, faire exploser l'hydrogène et l'oxygène pour faire avancer une voiture, ça marche. Mais qu'après, en avançant la voiture, on peut produire de l'électricité pour reproduire l'eau derrière, et ensuite récupérer l'eau, faire de l'électrolyse et remettre ça dans le machin, et donc avoir un truc où on n'injecte rien, ça marche plus. Parce qu'une unité de Clausius n'est plus vérifiée. D'accord? Ça, c'est vraiment très brutal. Et c'est pas une histoire de talent. C'est pas une histoire de est-ce que c'est pas parce que les ingénieurs en France c'est plus ce que c'était quoi. D'accord? C'est juste parce que le temps s'écoule dans une seule direction et que jusqu'à preuve du contraire, on peut pas y faire grand chose. D'accord? Voilà l'idée. On est au clair là-dessus? Donc maintenant, on va décliner ça sur les divers types de machines. La première machine à laquelle je vais m'intéresser sont les moteurs, pour voir un peu les contraintes qu'on peut avoir sur le sujet. Et on verra vendredi les réfrigérateurs et les pompes à chaleur. Et ce sera terminé. Petit 3, si je ne me trompe pas. Non, petit 4 maintenant, cette fois. Petit 4. Alors là, j'ai fait un paragraphe spécifique dans l'histoire. Oh, si je peux faire ça, remarque. Je suis dans le grand... Combien, là? Grand 2 que j'appelle machine thermique. Ouais, non, mais c'est... Donc, étude générale des moteurs. Je vais rajouter thermique, histoire que justement vous ne comprenez pas les moteurs électriques qui certes ont l'air de produire du travail, mais en fait ne sont que des convertisseurs. Étudier les moteurs thermiques. Alors, je fais un petit rappel. Par définition d'un moteur, qu'est-ce qu'on sait du travail sur le cycle? On a vu juste avant. Non. Choisis encore le camarade. Négatif. Le travail sur le cycle est négatif, tout simplement parce que votre système, lui, va fournir du travail à l'extérieur. Et vous allez le récupérer. Méfiez-vous, hein, le point de vue, c'est celui du système, pas celui de l'utilisateur. Pour l'utilisateur, bien sûr, ce travail est positif. Premier théorème de votre cours de thermodynamique, le travail d'une quantité échangée par l'extérieur, c'est l'opposé de la quantité échangée par le système. D'accord là-dessus? Voilà. Alors maintenant, on va essayer de voir à quelles conditions on peut construire un moteur. Est-ce que, par exemple, je peux construire un moteur zéro terme? Est-ce que c'est possible? D'accord, bon, regardez. Hein. Parce que la question, c'est est-ce que c'est possible, mais qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas doué? Ou est-ce que c'est structurellement impossible? D'accord? Donc voilà, on a ça. Ça, c'est la première chose. Soit un moteur zéro terme. S'il est zéro terme, ça signifie que, en fait, ça veut dire quoi, en fait? J'ai déjà répondu à cette question, mais c'est-à-dire que mon système, en fait, n'a pas de transfert thermique, donc il est adiabatique, d'accord? Égal, en fait, adiabatique. Autrement dit, est-ce que quelque chose peut produire spontanément du travail sans aucune forme d'apport extérieur? Petite remarque, les réseaux sociaux sont envahis de trucs comme ça. Les mouvements perpétuels, c'est de ça dont on parle. D'accord?
C'est ça. Des trucs qui bougent, d'accord, à l'infini comme ça, avec l'air de rien faire dans cette histoire-là. D'accord, les gens qui alimentent des ampoules avec des prises bouclées sur elles-mêmes, etc., d'accord, tout ça, ok. Dans tous les systèmes mécaniques, les aimants sont bien cachés. Les électroaimants très souvent et le générateur qui va avec. D'accord. Donc, petite remarque, vous n'avez pas besoin de savoir comment l'escroquerie est là pour savoir que c'est une escroquerie. Ça va être écrit dans 10 secondes. D'accord. Donc, point moteur, zéro terme. On a donc que Q sur le cycle est égal à 0. C'est normal, il est zéro terme. Donc, le premier truc fondamental de tout à l'heure, W est égal à 0. Donc, première conclusion, un moteur zéro terme est impossible. En termes plus techniques, ça s'appelle un mouvement perpétuel de première espèce. Autrement dit, alors petite remarque sur les mouvements perpétuels, est-ce que vous voyez, les mouvements perpétuels, ça existe. La question, c'est est-ce que vous pouvez récupérer du travail de ça? En général, les dispositifs avec des trucs qui tournent très très longtemps, c'est des dispositifs avec très peu de frottement et qui utilisent en fait des phénomènes de bascule, mais par contre, vous ne pouvez pas retirer du travail de ça. L'énergie, elle est fixée. D'accord? Donc si vous essayez de brancher n'importe quoi sur le sujet pour alimenter une lampe, c'est terminé. C'est ça en fait qu'on appelle un mouvement perpétuel utile. D'accord? Un moteur de voiture, tant qu'il y a de l'essence, c'est un mouvement perpétuel. Ça marche. Le truc tourne éternellement tant que vous foutez de l'essence dans votre moteur. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement perpétuel de troisième espèce. Ça marche. Ça existe. D'accord? Mais cela n'existe pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas retirer du travail depuis quelque chose qui ne pompe pas d'énergie thermique de l'extérieur. Ça, a priori, vous le saviez déjà. La conservation de l'énergie, c'est un truc qui est en général relativement ancré chez les gens post-20e siècle. Donc en gros, vous savez très bien qu'on ne fait rien sans rien, quoi, dans le principe. D'accord? C'est un peu ça l'ambiance. Beaucoup plus subtil, c'est est-ce que je peux construire un moteur monotherme? D'accord? Autrement dit, est-ce que, en prenant du transfert thermique de l'extérieur, est-ce que j'arrive à fabriquer du travail? Autrement dit, est-ce qu'il peut être simple de convertir de l'énergie sous forme thermique en travail? D'accord? La réponse nous est directement donnée par l'histoire. C'était aussi simple, ça serait fait depuis longtemps. D'accord? Voilà l'idée. Donc, soit alors, un moteur monotherme. Donc, je vais écrire tout simplement que W sur le cycle plus Q sur le cycle est égal à 0. On est d'accord? Ça marche? Ça vous raconte. Donc, ce truc-là est de quel signe? Négatif, c'est un moteur. Donc, forcément, Q sur le cycle est forcément positif. Pas de problème. Donc, le premier principe ne vous contraint pas là-dessus. La conservation de l'énergie ne vous raconte pas que c'est pas possible. Mais Clausius va arriver directement. Si vous avez un moteur monotherme, or Clausius impose que en fait Q sur le cycle sur la température extérieure soit négatif ou nul. Ça, c'est l'inégalité de Clausius qui vous raconte ça. Quand vous êtes en monotherme, votre somme se réduit à un seul terme. Et vous avez que ce terme-là qui est le transfert thermique total échangé sur le cycle. Grosso modo, si vous voulez avoir un moteur monotherme, il faut à la fois que le transfert thermique sur le cycle soit strictement positif, autrement dit que vous receviez quelque chose, mais le sens d'écoulement du temps vous raconte que ce truc-là doit être négatif ou nul. Résultat des courses, c'est pas possible. Donc, un moteur monotherme est impossible. En termes plus techniques, un mouvement perpétuel de deuxième espèce n'est pas possible. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique dans la salle. Ça, c'est la raison de base pour laquelle, si vous faites tourner une voiture sans liquide de refroidissement, elle s'arrête. Parce que c'est monotherme.
Donc, grosso modo, vous faire exploser votre essence et il n'y a rien pour faire refroidir le système. Donc, comme il n'y a rien pour faire refroidir le système, ça s'arrête. C'est con, mais c'est comme ça. Ça, c'est la version technique du problème. N'importe quel garagiste sait pourquoi ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème fondamental. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire ça. Petite remarque, ça vous raconte également, et ça, je vous le montrerai demain, que vous pouvez faire tourner un moteur avec de la glace. Vous n'avez pas besoin d'un truc chaud. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir deux sources. Une chaude, une froide. Donc autrement dit, si vous avez l'atmosphère qui est à 25 degrés et une source froide à 0 degré, ça vous fait deux sources. Et vous pouvez fabriquer un moteur avec ça. D'accord ? On va comprendre pourquoi c'est pas très intéressant, tout simplement parce qu'en fait, plus les températures sont différentes, mieux ça marche. Donc effectivement, il vaut mieux brûler un truc à 400 degrés que de faire une différence de 20 degrés. Mais dans le principe, c'est ça l'idée. Donc forcément, le moteur le plus simple, le moteur thermique le plus simple, est un moteur ditherme. Vous n'avez pas le choix. Le moteur thermique le plus simple est donc ditherme. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Je vais faire un petit dessin. Donc ça signifie que mon moteur, il va se représenter comme ça. Il va donc recevoir du travail, qui va être négatif, hein, je vous le rappelle, sur le cycle, d'accord, le cycle. Et il va être au contact avec une source chaude, à la température TC, de laquelle il va recevoir un flux thermique QC, et une source froide, de laquelle il va recevoir un flux thermique QF. Voilà l'idée. Voilà le moteur le plus simple. Vous ne pouvez pas faire plus simple que ça. Vous êtes obligé d'avoir deux sources thermiques et ça. Ouais. C'est possible, mais c'est techniquement de plus en plus chiant. Et en plus, un des énormes problèmes, c'est que c'est donc de moins en moins réversible et donc de moins en moins efficace. Donc en gros, en général, on prend un truc chaud, un truc froid. En gros, on prend un truc chaud, c'est le truc qu'on fait brûler, et on a un truc froid qui est en général l'atmosphère ou un étage intermédiaire qui lui-même sera refroidi par l'atmosphère après. Expérience sur un nucléaire, par exemple, parce que tu n'as pas assez de pêche pour refroidir le nucléaire juste avec l'air. On est d'accord là-dessus ? Et donc ça va nous permettre de définir l'efficacité d'un moteur, qui, on va le démontrer vendredi, va être un rendement. Et ça, pour l'instant, on ne le sait pas. L'efficacité vaut alors Alors, pour que vous ayez le résultat bien propre, je vous le mets directement avec le rendement. On démontrera vendredi que c'est un rendement, mais c'est histoire de ne pas le récupérer deux fois juste pour une histoire de truc. Bon, alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un moteur ? Le travail, effectivement. Donc, c'est ce qu'on va mettre au numérateur. D'accord ? Et qu'est-ce qui vous coûte du pognon dans le moteur ? Ouais. L'énergie par la puissance du mec. Laquelle ? C ou froid. QC, effectivement, ce qui vous coûte de l'argent dans un moteur, c'est l'essence que vous injectez. Ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Et l'essence, vous la brûlez, d'accord ? Donc, grosso modo, ce qui vous coûte de l'argent dans un moteur, c'est majoritairement le transfert thermique qui provient de la source chaude. D'accord ? Donc, le rendement d'un moteur, c'est le travail c'est la valeur absolue du truc, et QC. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, on démontrera les signes de tout ça. Donc W, le signe on connaît, QC on ne sait pas encore mais on démontrera ça. Le signe de QC et on essaiera de maximiser, de majorer ce truc là, voir ce qu'on peut faire avec un moteur.